Binge audio. Mesdames et messieurs, du bruit s'il vous plaît. Bientôt de te revoir. Alors, on a sur site Paloma Moritz, Salomé Saquet et Camille Etienne que je salue. Bonjour, salut. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Ouais. Ouais, mais tout le monde a l'air tellement en énergie là déjà, alors qu'il est genre 13h, c'est trop cool. 14. Attends, mais c'est rien là encore. Franchement, montrez-leur ce que vous savez faire. Vous êtes mes pantins. Je suis ravie de vous recevoir parce que moi j'aimerais bien y connaître quelque chose en écologie. Or, à part que j'ai vécu à côté de l'Allemagne pendant 20 ans et qu'ils sont très forts et qu'ils avaient déjà des poubelles. Quand j'étais petite, je trouvais ça trop beau parce que les poubelles, elles étaient en couleur en Allemagne. Mais tu sais, nous on avait nos vieilles poubelles marron dégueulasses là, au moment où ils ont commencé à installer des poubelles, des vraies poubelles chez les civils quoi. Et en Allemagne, il y avait déjà des jaunes, des roses, des vertes. Donc moi je considérais ça comme des géants Lego et je trouvais ça bien. Alors qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'écologie ? Non, en fait, on va commencer par une question que je commence à poser de plus en plus aux invités de À bientôt de te revoir. Comment vous vous présentez à quelqu'un qui vous connaît pas, mais que vous n'avez pas forcément envie qu'il connaisse votre travail parce qu'après il va dire « Ah ouais, moi je trie, je mets mes épluchures dans le compost. » Oh oui, on a souvent ça. C'est toi qui commence, Paloma, vas-y. Ah non. Le truc, c'est qu'en fait, moi, mon travail, c'est un peu ma vie, quand même. Et j'ai la chance de faire un métier passion. Et je pense que c'est pas le cas de beaucoup de personnes. Donc, c'est difficile pour moi de me présenter sans parler de mon travail. Parce que mon travail est lié à ma vie. Donc, en général, quand je me présente, je dis que je suis journaliste, réalisatrice. Et que l'un des sujets que je couvre le plus, c'est l'urgence écologique. Mais aussi les questions démocratiques, les questions liées aux droits des femmes. Et en général, c'est ça qui est intéressant. C'est que ça crée aussi une discussion avec la personne. Et est-ce que tu as l'impression que quand tu te pitches comme ça, je te parle pas du gâteau, non, vous rigolez pas, franchement, c'était pas ouf. Je suis mes oncles. Est-ce que tu as l'impression que les gens demandent leur cookie immédiatement ? Est-ce qu'ils disent non, mais moi, je suis quelqu'un de bien, non, mais moi. Moi. Ça dépend. Il peut y avoir cet aspect-là de dire non mais moi tu sais là j'ai pris de la viande mais en général j'en prends jamais, etc. Et en fait c'est ça qui est un peu énervant, c'est que quand on est sur ces thématiques-là, on est souvent vu comme quelqu'un qui va être moralisateur. Il y a pas longtemps par exemple, j'étais à Pâques avec des petits cousins et des enfants et ils ont commencé à casser un bambou et je sais plus qui a dit Paloma va vous engueuler. Je dis non mais attendez, calmez-vous. En fait détendons-nous. Je ne suis pas la police de l'écologie en permanence et surtout on passe quand même beaucoup de temps à expliquer, Camille ou même Salomé, qu'il faut arrêter aussi avec les petits gestes et de culpabiliser en permanence les gens parce que là, c'est une remise en question systémique dont on a besoin, quoi. Donc, par exemple, trier ses déchets, c'est pas ça qui fait la diff, quoi. Bien sûr. Je suis bien d'accord. Si c'est bien de le faire. Hein, Oui, mais je vois bien que dans tout poste engagé, les gens veulent leur cookie, quoi. Dès que tu dis je suis engagé, ils disent ah mais moi je suis féministe, hein. Et t'es là genre moi pas tous les jours, enfin tu vois. Parce que en même temps, je me permets de vas-y jump Camille, dans vos trucs comme ça. donne tout. C'est pas grave. Donne tout ce que t'as, Camille. Et en même temps, je trouve ça hyper mignon. Moi, ça m'attendrit vachement parce que je pense que c'est hyper envie de dire je fais partie de ce grand truc. Et moi, je dis souvent on est ensemble. Enfin, tu vois que les gens me disent qu'est-ce que je peux faire et tout. Je dis quand on vient me dire merci pour ce que tu fais, je dis mais je fais parce que on est plein en fait. Genre toute seule, ça ne sert à rien. Donc je vois plus ça comme un truc de dire moi aussi je suis de ton côté et viens et on construit un truc et on avance et c'est plus dans ce sens là que je le vois, même si c'est vrai comme tu dis c'est mignon et parfois ça peut parfois on n'a pas envie de parler que de ça et donc du coup on l'a bien, on change de conversation mais en même temps je pense que c'est important et que moi je peux le faire sur d'autres sujets aussi, tu vois. Je me dis des fois où je dis grave ou même quand on rencontre des artistes en vrai on dit j'adore ce que tu fais. C'est un peu qu'est-ce qu'il va faire de cette info, c'est un peu gênant, mais en même temps je trouve que on le dit pas assez et qu'on valorise pas assez dans notre société
le fait de dire ce qu'on pense, de faire des compliments sans que ce soit forcément intéressé, et de reconnaître que les gens sont cool, quoi. Et on s'entraide pas assez, surtout entre meufs. Il y a ce truc-là qui fait que moi, dès que je vois des filles que j'admire, je le dis souvent, même si c'est un peu déroutant. Et je pense qu'il y a de ça aussi, en fait, parfois peut-être maladroitement, mais quand on dit, ok, moi, j'étais dans le truc de journaliste de mon lycée. En soi, oui, peut-être Paloma s'en fout, mais c'est plus pour lui dire je value ton travail, tu vois. Non, mais je pense qu'il y a un truc j'évalue ton travail. Je pense que c'est plus comme ça que je le vois dans les gens qui demandent des cookies, comme tu dis. On dirait que vous vous êtes embrouillé à ce sujet précédemment. Jamais pas du tout. Alors, voilà, Paloma, elle s'en bat les couilles. Bon, c'est pas grave, mais après, je dis je l'ai fait, voilà, c'est tout. Mais c'est pas vrai. Et toi, Camille, comment tu te présentes aux gens qui te connaissent pas? Moi, je dis que je suis activiste pour le climat, et aux gens. Quand on me connaît un peu et qu'on me demande un titre, je dis ça. Et sinon, je dis que je fais des trucs dans le climat un peu pour rester dans le flou et parler des gens avant de parler de moi. J'aime bien savoir que font les gens en face avant. C'est bien. Bon gamin, va. Bon gamin, ça j'apprécie. Ça, c'est une attitude que j'apprécie. De dire je fais des trucs dans le climat parce que je trouve que c'est très humble et c'est très joliment dit. Et puis, c'est important. Et toi, Salomé, comment tu te présentes aux gens qui te connaissent pas? Que t'aimes bien, pas aux gens qui te connaissent pas et whatever, tu vois. Moi, je suis un peu comme Paloma. Mon travail, c'est toute ma vie, donc je peux pas me présenter sans parler de mon travail. Souvent, je dis que je suis journaliste politique et économie. Donc les gens ferment leur gueule déjà de base. Ah, d'accord. Non, mais souvent on va me dire du coup tu parles de quoi? Je vais dire je parle par exemple de la finance verte. Et souvent on va me dire ah bon mais t'es politique et économie ou t'es écologie? Je dis non mais je suis politique et économie, mais je peux pas ne pas parler d'écologie alors que je parle de politique et d'économie. Et souvent ça déclenche des débats qui vont en ce sens. Et quand je commence un peu à expliquer la manière dont je parle d'économie, on me dit ah là là mais en fait t'es pas objective. Et quoi? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un truc qui revient très rapidement dans la discussion. Et je dis, non, juste là, il y a une urgence écologique qui devrait être notre boussole, qui devrait être ce dont on parle le plus. Donc, évidemment, en tant que journaliste politique et économie, je parle la moitié du temps de ça, quoi. Mais quel intérêt d'être objectif dans son travail? Moi, je suis convaincue, de par ma vision du journalisme, que je pense que Paloma partage, que personne n'est objectif complètement, que personne... Non, mais on en a déjà parlé. Que personne n'est complètement neutre, qu'on a une subjectivité, par contre qu'on peut avoir une honnêteté dans la manière dont on traite de ces sujets. Donc ça veut dire que je vais toujours essayer aussi d'aller voir ce qui ne va pas dans mon sens, ce qui me déplaît, et de donner un temps de parole égal, d'essayer de comprendre les arguments du camp d'en face. Mais je vais pas vous dire que l'écologie ça ne m'importe pas, que j'ai pas un vécu personnel qui fait que je traite l'actualité d'une certaine façon. J'essaie d'être la plus honnête possible, mais je suis pas du tout objective. Et qu'est-ce qui, dans ton vécu personnel, t'a amené à ça justement? Et je te pose des vraies questions, vous avez vu? Réponds ça. Salomé. Allez, hop, c'est parti. Non, mais tranquille, tu vois, ton CV en 5 points, pas non plus. Voilà, mais je pense sur la façon de voir la politique et l'économie, ce qui, pour moi, change la donne, c'est que je viens pas d'un milieu, urbain, favorisé comme qui est un milieu dont souvent viennent les journalistes. Ouais. Après, j'ai pas grandi à Paris, je viens pas d'une famille où j'ai baigné dans le journalisme très jeune, et donc je viens d'Ardèche, d'un tout petit village, et souvent l'exemple que je prends c'est celui des Gilets jaunes. Moi c'est comme ça que je me suis un peu démarquée, c'est que quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui est apparu, moi ça m'a paru tout de suite évident que c'était choquant que le prix de l'essence augmente, parce qu'en Ardèche tout le monde utilise sa voiture, les salaires sont pas forcément hauts. Et j'ai bien vu que ça tranchait un peu avec les autres journalistes, cette façon de voir l'actualité. C'est un... Pardon, je te fais une mini... ça me fait penser à ces fameuses questions de radio qui sont posées aux ministres ou aux gens qui sont censés représenter le peuple, à qui on demande le prix d'un croissant ou d'un ticket de métro, exactement. Et qui disent 7 balles, quoi. Tu vois, exactement. Mais c'est vrai que je pense d'avoir peut-être connu aussi les inégalités personnellement. Forcément, ça a fait que j'ai eu un biais un peu plus en ce sens quand je me suis mise à traiter d'économie. Et sur l'écologie, encore une fois, c'est pas du tout à la base le sujet que je traite principalement, mais dans mon département, on a des rivières qui s'assèchent, on a des conditions de vie qui se dégradent à cause du réchauffement climatique. On le voit déjà. Je peux pas faire comme si j'en avais, comme si je m'en moquais. Et après, un biais aussi, je pense, qui est assez important, c'est que je suis jeune.
C'est-à-dire que par rapport à un journaliste de 65 ans qui, a priori, va peut-être moins subir... Non, mais pardon, je veux pas faire du jeunisme, et évidemment, je veux pas essentialiser les classes d'âge, mais je pense qu'à notre âge, évidemment qu'on est peut-être un peu plus préoccupé par l'écologie et par le climat que d'autres générations. Tiens, d'ailleurs, c'est une question pour les broncheuses. Est-ce que vous vous sentez concernés par l'urgence climatique ici, par applaudissement ? Oui, sinon On c'est est à vrai. We Love Green. Non, mais on sait jamais. Attends, tu penses vraiment que tous les spectateuristes de We Love Green, ils sont au jus ? Arrête. Oui. Bah oui. Oui, moi je pense. Ah oui, tu penses ? Vous pensez dans le public ? Les gens disent non de la tête. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de pourquoi, enfin, du hiatus entre la conscience proclamée et le niveau effectif d'action. Et moi, c'est un peu une question qui m'obsède, c'est de se dire, bien sûr, là, c'est difficile. Ça m'est arrivé quand on sort de milieux comme ça, un peu woke, de voir des gens qui disent, mais je m'en fous. Ou trop. Enfin, là, j'étais à Londres et j'ai quelqu'un qui me dit, ah, mais génial, je travaille dans l'industrie du pétrole, où genre, il y avait je fais tout un speech auprès d'une assureur pour un projet de pipeline, et elle me dit, oh I see, but you know, I love fossil fuels. Et j'étais en mode, qu'est-ce que tu réponds à ces gens? Enfin, t'as vraiment des gens tarés, mais en même temps, il faut du coup se poser la question de, tout le monde dit en mode genre broadly, bah grave un peu, ouais, en vrai trop le climat et tout, je suis grave chaud, mais pourquoi est-ce que ça se fait qu'on soit 12, là, on soit très peu à effectivement en faire, et pas être activiste spécialement dans le sens traditionnel du truc où c'est pas grave si on n'est pas tous dans la rue, pas tous dans les blocages et tout ça, mais pourquoi est-ce qu'on est si peu à en faire le paradigme absolu à travers lequel on prend toutes nos décisions, qu'elles soient politiques, pour qui on vote, qu'elles soient économiques, comment est-ce qu'on peut consommer, et ça ne dépend pas que de nous évidemment, et dans ce qu'on travaille, dans ce qu'on dit autour de nous, dans comment on voit les gens, comment on est au monde en fait. Et c'est plutôt ça la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que ça se fait qu'il y a un tsunami qui arrive, que a priori tout le monde le voit et qu'on est 3 à courir et que les gens sont en train de boire des bières à la terrasse, quoi. Vous êtes les éléphants ? Parce qu'ils courent quand il y a un tsunami. J'avais pas la ref. Vers les terres. Est-ce que je me sens éléphant? Je ne sais pas. Maintenant, peut-être. Il y a en tout cas un éléphant dans la pièce et personne ne le voit. Bien sûr. C'est le cas. Mais bon, on va peut-être pas répondre cet après-midi. Sans quoi, on serait vraiment porté au nu pour tout le reste de la vie. Mais qu'est-ce qui fait que les gens ne refusent? Est-ce qu'ils font un déni parce que c'est trop? Est-ce que la carriole est trop dure à faire changer de direction parce qu'elle est trop lourde? Donc là, il faut que je réponde là-dessus en 1 minute. Ouais. Et comme ça, je sais que les filles compléteront. Donc c'est très bien. Allez, mon champion. Non, mais je sais pas. Il y a plusieurs trucs. On s'est posé la question quand même avant. Il y a des biais cognitifs qui sont certains. Le premier, très rapidement, c'est le biais d'optimisme. Ça n'arrivera qu'aux autres. Ça arrivera derrière un écran. Ça arrivera au bout du monde. On voit cet été, on arrive en Belgique. Moi, j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit jamais de ma vie j'aurais pensé être une victime du dérèglement climatique. Moi, maintenant, là. Première chose. Deuxième chose, le traitement médiatique qui est, à part ces 2 filles-là et quelques exceptions, absolument médiocre, voire condamnable. Parce que souvent, on me met face à un climato-sceptique. Genre, c'est représentatif, en fait, d'avoir... Ah ouais. On voit ça comme une opinion, une pensée, une religion, parfois. Enfin, les ayatollahs, tout ça. Donc en fait, le traitement médiatique qui crée du coup cette idée qu'il s'agit d'un hobby ou qu'il y a des écolos, que ça fait kiffer, puis donc il faut les représenter un peu, mais voilà, on a séparé ça des faits rationnels. Une autre chose importante, c'est le doute, c'est la fabrique du doute qui a été faite par des multinationales depuis des dizaines et des dizaines d'années, notamment Total Energy, qui était au courant depuis les années 70 des effets de l'extraction des énergies fossiles du sol et qui ont décidé de payer des lobbyistes pour semer le doute. Et ça, c'est un exemple, mais c'est partout. Regardez, un truc, c'est les cigarettiers. Comment est-ce que les cigarettiers ont pendant des années fait croire que ça ne donnait pas le cancer et que même c'était bon pour la santé, MDR. Et en fait, ça, c'est fait. Donc en fait, il faut en prendre conscience et du coup s'en libérer et se dire l'information qui m'arrive, d'où elle vient. Du coup, soutenir aussi les journalistes indépendants et à qui on peut vraiment faire confiance, avoir ce regard critique sur le monde. Moi, un mot que j'aime bien, c'est l'intranquillité. Je trouve que la méfiance, ça porte en elle beaucoup trop de choses négatives, mais l'intranquillité, c'est ça, c'est être éveillé et se dire très bien, pourquoi est-ce que je pense ça, qu'est-ce qui se passe de là, et tirer les liens. Et la dernière on pourrait en développer sur plein de trucs, mais peut-être la dernière chose, à mon avis, c'est notre angoisse de la mort. Pardon de parler de ça ici. Attendez, pause. Qui a peur de mourir par applaudissement? Moi, j'ai très très peur de mourir. Je suis une grosse angoisse. Vous moi, je suis une très grande angoissée de la mort. Pas vrai. Ok, d'accord. Si, c'est un gros truc. Pas vous dire ça spécialement. Non, mais justement, on en reparlera après. Non, mais c'est parce que j'ai très peur de la mort que j'ai
peur et en même temps elle fait partie de nous, mais c'est pour ça que la vie est très précieuse et que donc j'ai zéro envie de condamner d'autres générations. Qui suis-je pour moi à décider que d'autres générations n'ont pas le droit de vivre cette chose incroyable en fait, et que même aujourd'hui d'autres personnes ne puissent pas avoir accès à tout ce que j'ai de par mes privilèges, parce que par un hasard absolu je suis née ici et pas ailleurs, quoi, pas en Ouganda typiquement, parce que je travaille pas mal avec des gens en Ouganda. Mais donc tout ça pour vous dire que la dernière chose à mon avis c'est ça, c'est que on met face à la finitude des choses, et particulièrement notre société, notre génération, on ne vit plus avec nos vieux, on les met dans des EHPAD, on ne va jamais les voir, la mort ne fait plus du tout partie de la vie, et donc du coup forcément quand on parle de la finitude des choses, mais que ce soit même de la finitude des limites, des ressources planétaires, d'une économie, de tout ça, ça nous envoie à quelque chose de très angoissant, alors que ça fait partie de la vie et c'est la condition même sine qua non de son existence. Ça fait partie du fait d'être adulte, de vivre avec la peur, de ne pas forcément être comme un enfant ou une chaussette qui n'est pas dans le tiroir des slips et qui ne rencontrera jamais un slip. Mais en vérité, on est des chaussettes et des slips ensemble, et il faut cohabiter avec la peur de mourir, de machin. Mais c'est super bien résumé. Franchement, je suis un peu... J'avoue, hein, franchement. Paloma, tu voulais dire quoi ? Ouais, non, en fait, je pense que justement, et c'est quelque chose dont il faut se rendre compte, c'est qu'il y a aussi quelque chose de libérateur dans l'information et dans le savoir. Et en fait, l'un des problèmes aujourd'hui, je pense, c'est que beaucoup de gens sont conscients du fait qu'il y a un problème avec le climat. Il y a très peu de gens qui vont dire, en gros, il y a pas de crise climatique. Mais en revanche, il y a très peu de gens qui sont conscients du degré de gravité de cette crise écologique d'ailleurs, donc qui n'est pas que climatique, et aussi il y a très peu de gens en fait, et il y a une conscience qui est très dépolitisée. C'est comme si ça arrivait comme ça, alors qu'en fait non, c'est un système derrière en fait qui détruit et qui oppresse le vivant. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que pour moi, à partir du moment en fait où on commence à mettre ces nouvelles lunettes sur le monde, donc en fait on regarde le monde à travers l'urgence écologique et qu'on se rend compte que tout est lié et que donc du coup tout est à réinventer, déjà c'est passionnant. Parce qu'on se dit, génial, en fait, on peut tous s'y mettre, tout le monde a un rôle à jouer. Et surtout, ça nous permet, en fait, de poser des mots sur un sentiment d'absurdité qu'on a vis-à-vis du monde. Moi, c'est vraiment ça. Enfin, pour moi, ça a été le cas. C'est-à-dire, quand j'avais, je pense, une quinzaine d'années, que j'ai commencé à un peu comprendre tout ça. Et notamment, c'était avec le documentaire Une vérité qui dérange de Al Gore, moi, qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. En fait, ça m'a libérée. Parce que je me disais, je trouve ce monde absurde, mais j'arrive pas à comprendre exactement pourquoi. Et je voyais, par exemple, j'en sais rien, des pubs pour la lessive, et j'avais une angoisse de la mort, et je me disais, on va tous mourir, et pourquoi est-ce qu'on nous vend des trucs artificiels comme ça ? Et je me disais, ce monde n'a aucun sens. Je voyais toutes les crises à travers le monde, et donc de commencer à se dire, à dérouler ce fil-là, il y a quelque chose de libérateur. Et moi, toutes les personnes que je connais qui sont engagées sur ces sujets sont les personnes les plus heureuses que je connaisse. Hein. Ouais, c'est ça. Vraiment. Ça vient avec, en fait, c'est ça ? Ouais, je rejoins totalement ce qu'ont dit Paloma et Camille. On a un problème de système médiatique, notamment, qui est lié, et là je vais faire un peu ma journaliste économique, qui est lié au capitalisme, ou en tout cas au néolibéralisme, qui va à l'encontre, enfin le fonctionnement de notre modèle économique aujourd'hui va à l'encontre absolue de ce qu'on devrait faire si on voulait répondre à l'urgence écologique. Et le problème qu'on a, notamment dans les médias, c'est que cette idéologie néolibérale est imprégnée à un point qui est fou, et je parle bien d'une idéologie. On a fait passer l'économie capitaliste qui implique une croissance, un productivisme, un consumérisme, comme ce qui était la vraie économie, ce qui était la neutralité, ce qui était le pragmatisme. Et aujourd'hui, quand moi, en tant que journaliste économique, j'arrive sur un plateau télé pour dire attention, non seulement c'est pas la seule façon de faire de l'économie, mais en plus cette façon-là de faire de l'économie va nous mener tous à notre perte, je passe pour une militante. Et ce que je ne suis pas. Vraiment, au sens où évidemment, encore une fois, je l'ai dit, j'ai une subjectivité, mais je pense vraiment m'appuyer sur des faits, j'essaie d'étayer tout ce que je dis. Tu milites pour le bon sens, en réalité. Alors, j'évite d'utiliser ce truc de bon sens, mais... Pardon ? On s'appuie aussi sur des faits quand on milite. C'est ça. Mais... Non, oui. De bon sens, c'est vrai. Fait. Enfin, pardon, c'est peut-être un peu naïf, et c'est peut-être un truc que tu... Au sens où, en fait, je dis que je suis pas militante parce que je n'appartiens à aucune organisation, j'ai aucune proximité avec un quelconque parti politique, avec aucune association, je dois des comptes à personne, et je milite entre guillemets pour aucune. T'es engagée, quoi. Oui, on peut dire engagée, mais ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière à la télévision, où je vais sur
sur un plateau de télé pour dire attention, exactement ce que vient de dire Paloma, la situation est d'une gravité sans précédent, il faut qu'on agisse maintenant, et pour ça, et c'est là où, autant quand on est l'écologie, on dit attention, c'est important, ils sont attendris, quand on commence à dire il faut changer profondément de modèle économique, alors là c'est panique à bord, les communistes, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle dit celle-là, et en sortant du plateau, bon, déjà le présentateur s'est agacé de mes propos, et en sortant du plateau il m'a dit mais vous êtes vraiment une militante de gauche radicale. J'ai dit mais absolument pas. Mais quel rapport? C'est ce que je lui ai dit, c'est ce que je lui ai essayé. Puis non, mais c'est pas un gros mot dans le sens où être radicale, c'est la racine du problème, et ça rejoint exactement ce que tu dis de justement. On sent très bien changer le péjoratif. Oui, mais à mon sens là on touche un truc intéressant parce que c'est parce que c'est vendu comme un problème que ça va pas. En fait, c'est pas ça. Et ce que disait Antonio Guterres, qui était quand même secrétaire général de l'ONU, c'est ce que je lui ai répondu, mais les grands méchants radicaux actifs, enfin de qui on devrait avoir peur. Toi, tu l'as mis, vas-y. Je commence à apprendre par cœur des citations d'Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, et en fait qui mais vraiment balance des punchlines à longueur de journée. il est génial. J'adore. Je mets toujours des extraits dans mes vidéos, et il a dit les activistes du climat sont souvent dépeints comme de dangereux radicaux, mais les dangereux radicaux sont les pays qui continuent à financer et investir dans les énergies fossiles. Et c'est vrai qu'en fait c'est ça qui est un peu dingue aujourd'hui, c'est que on est décrites comme des personnes radicales, alors que oui, c'est ce que tu disais, c'est un peu ce truc de bon sens. Moi j'ai vraiment l'impression de vivre dans une réalité parallèle en fait, parce que j'ai le nez dans les rapports scientifiques, j'interviewe plein de personnes différentes qui me donnent plein de points de vue différents sur la situation, ne serait-ce que par exemple ce qu'on vit en ce moment en France, du fait qu'on va avoir une sécheresse historique et qu'on va potentiellement vivre, et qu'on part sur l'été avec des réserves d'eau qui sont très amoindries en fait, donc nos nappes phréatiques n'ont pas assez d'eau, et on en parle assez peu clairement, et en fait c'est tout le temps comme ça, et quand je vais sur les plateaux télé comme Salomé, soit je vais être interpellée, soit on va me poser des questions complètement absurdes du genre est-ce qu'on peut être chef d'entreprise et écolo? Oh mais ta mère, putain. Et là mais vraiment sur le moment je l'ai regardé, je sais quoi? Et je lui disais si on est Patrick Pouyanné, le PDG de Total, c'est compliqué clairement, mais en fait il faut arrêter avec ces questions binaires, et donc ça pose une question fondamentale qui est celle de la formation des journalistes. C'est que déjà je pense qu'il faut essayer de former un maximum toute la population, parce que il faut comprendre cette urgence pour pouvoir aussi prendre un rôle dans la bifurcation écologique qu'on doit vivre. Donc en gros c'est un peu comme dans Matrix quoi, faut distribuer des pilules vertes, c'est un peu ce qu'on essaie de faire Camille, Salomé et moi, parce que c'est la pilule dans Matrix. Je sais que tu l'as vu il y a pas longtemps, ça. Non, je l'ai pas vu, attends. Alors, il faut savoir que Salomé a fait une tête. Les gens comprennent. Si, mais justement, du coup, je dis faut distribuer des pilules vertes. Bon, j'ai une métaphore, c'est pas grave. Pardon, laisse aller. Non, mais ce qu'elle s'est rendu compte récemment qu'elle n'avait pas vu Matrix, et du coup ça a été tout un bref. On pitchera Matrix. Private joke. Et donc du coup oui, je pense qu'il faut distribuer ces pilules vertes et former massivement les journalistes, parce qu'en fait on peut pas, c'est exactement ce que disait Camille, c'est-à-dire que on peut pas avoir que quelques 3-4 journalistes dans des rédactions qui sont formés sur l'écologie, et ensuite avoir des journalistes qui parlent de politique, d'économie, et qui ne parlent jamais d'écologie. On l'a vu pendant la présidentielle, on avait quand même des entretiens entiers avec des candidats où il n'y avait pas un mot sur l'urgence écologique. C'est-à-dire rapport du GIEC, vous vous rendez compte en fait de la situation dans laquelle on est? On devrait parler que de ça. Ça veut dire qu'il faut que certaines d'entre vous, pas forcément vous trois, mais le groupe avec les intentions qui vous animent, il faut qu'une d'entre vous fasse le sacerdoce de devenir directrice d'une école de journalisme. Enfin, tu vois, il faut que chacun se distribue les rôles. En l'occurrence, comment choisir quand vous êtes multitâches tous dans ce domaine-là, enfin dans cet engagement-là. Et vous l'avez dit vous-même, vous êtes jeune, donc vous n'aurez pas tout de suite les clés de la boutique. Je dis vous, mais je m'inclus aussi, enfin j'essaye de faire quelque chose pour, mais comment on fait pour avoir les clés de la boutique? Par où ça passe? Ça passe par des moments comme ça où on parle directement aux broncheurs et aux broncheuses, mais on sait que comment il faut que chaque personne en parle à 10 personnes, et c'est une Ponzi de l'écologie. Enfin, c'est comment je pense qu'il y a aussi, alors autant ça peut venir du haut, ça doit venir du haut dans le cas de l'information pour informer entre guillemets les masses sur l'écologie. On doit enseigner ça en école, mais je vois un phénomène qui est de plus en plus important, c'est aussi les jeunes étudiants qui d'eux-mêmes
en journalisme se mettent à vouloir s'intéresser à ces questions. Et je pense que moi, ce pourquoi pour le coup, je milite dans la question de l'information, c'est pour que l'écologie ne soit plus une rubrique et qu'on arrive enfin, qu'on traite de sport. Enfin, on a eu même un article dans l'Équipe qui disait pourquoi Mbappé prend un jet privé toutes les 5 minutes. Et pourtant, c'est un journaliste sport qui l'a écrit. L'écologie est partout dans nos vies. Et donc, moi, j'insiste sur le fait que je suis journaliste économique et pas journaliste écologie, entre guillemets. C'est-à-dire que je fais pas comme Paloma, je vais pas apprendre tout ce qui se passe techniquement sur la sécheresse, par exemple, ou dans les rapports du GIEC. Mais j'en parle et je pense qu'il y a plein de journalistes, de jeunes journalistes, qui commencent à avoir cette prise de conscience, notamment par le biais des réseaux sociaux et qui s'auto-forment, même puisque certains professeurs ne le font pas. Ouais. Et ça passe beaucoup aussi par le travail qui peut être fait par des gens comme Camille, comme Paloma, où on est obligé de s'auto-former. Moi, j'ai jamais eu de formation sur l'écologie. C'est relativement récent que je m'y intéresse à ce point. Et franchement, la moitié de mon savoir me vient de ma collègue Paloma. Mais non, parce que j'ai été obligée d'apprendre toute seule, vu que c'est pas... Et en fait, quand on va en profondeur dans ces sujets-là, ça devient quand même assez rapidement évident. Et puisqu'on n'a pas encore les clés de la boutique, comme tu dis, il y a un moment, il faut se prendre en main soi-même et s'éduquer sur ces sujets. Et il y a plein d'outils sur Internet pour le faire. Oui, et puis surtout, en fait, ça passe par l'information. Et ce qui est intéressant, c'est de dire que, par exemple, quelqu'un comme Camille, qui est activiste et qui est aussi artiste, va aussi faire des vidéos de vulgarisation sur des sujets écologiques, donc sur le rapport du GIEC, etc. On en a fait une toutes les deux, d'ailleurs, où il y avait beaucoup de gens qui me demandaient si tu étais ma sœur. Je ne te l'ai jamais dit, d'ailleurs, mais c'était marrant. Et je disais non. mais en gros, en fait, pour moi, c'est intéressant de voir que même des activistes vont commencer à faire une sorte de travail un peu journalistique pour essayer d'expliquer le problème et d'aller aux racines du problème. Et en fait, donc, ce que vous pouvez faire déjà, ce que tout le monde peut faire à son échelle, c'est au maximum de partager ces informations. Nous, Blast, on est un média indépendant, on n'existe que parce que les gens nous soutiennent financièrement. Donc c'est que grâce aux dons et aux abonnements, mais aussi parce que les personnes vont aussi partager nos contenus et donc et créer des conversations aussi entre elles grâce à ça. Donc moi, c'est à chaque fois c'est ce que je dis quand je dis mais qu'est-ce qu'on peut faire à son échelle. On se rend pas compte de juste le pouvoir qu'on a en tant que média en fait soi-même. On est tous des médias et donc on peut partager au maximum déjà toutes ces vidéos qu'on crée pour faire en sorte que aussi ça ringardise les grands médias traditionnels qui se disent en fait ça fait quand même vachement d'audience quand on parle d'écologie, quand on traite des sujets de fond. Finalement, on pourrait peut-être commencer à le faire et on pourrait commencer à le faire sérieusement, quoi. Donc, on envoie un message à vous, broncheurs et broncheuses qui êtes ici, mais aussi à toutes les auditrices du monde entier qui nous écoutent, je sais, un peu partout, parce que je reçois des messages de gens qui sont parfois chelous, mais qui sont trop mignons. Vous êtes toutes et tous un média. Voilà, c'est ça qu'on voulait vous dire. Maintenant, je voudrais qu'on se pitch Matrix pour toi, Salomé, parce que t'es quand même passé à côté de quelque chose. Moi, je pitch très mal les films. Est-ce que vous êtes en mesure de pitcher Matrix en 1 minute ? D'accord. Non, mais ça va être long et douloureux, hein. J'ai assez envie de voir ça, en fait. Enfin, d'écouter ça. C'est un gars qui est un peu... Attends, je crois que je confonds avec Fight Club, en fait. Ouh là 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 là. Comment ça ? C'est un gars qui est un peu du père. Et après, il se dit « je vais traîner avec ce gars qui a un impair en cuir. » Il y a un lapin blanc aussi, non ? Il n'y a pas une histoire de lapin. Non ? Non, ça c'est Alice au Pays des Merveilles. Attends, tu m'as dit que tu l'avais vu, je comprends pas, tu l'as toujours pas vu. Mais si, je l'ai vu. Alors, bref. Ah, tu l'as vu ? Bah alors vas-y. Oui, mais j'étais pas très attentive quand j'ai regardé. Tu faisais quoi ? T'étais en train de faire quoi ? J'étais fatiguée à cause du travail. Tu faisais une sieste ? Mon Dieu, dans quoi je me suis lancée ? Non, mais comment Bon, ok, donc Matrix, merci. L'histoire de Neo, interprété par Keanu Reeves. Ouais, carrément, il y a le Wikipédia. Oui, bah attends, moi j'y vais. Il est sorti en... Non, mais... Et donc... et en fait, donc c'est l'histoire de cet homme qui, en fait, a une conscience du fait qu'il a l'impression de ne pas être dans la réalité, en fait. Il a l'impression qu'il y a une sorte de monde parallèle qu'il n'arrive pas à saisir, etc. Et en fait, il est contacté par... Justement, les Néo, bon je me souviens. Non, pardon. Si, c'est ça. Non, pas Néo. Justement, l'Impair, mais comment il s'appelle ? Y a pas un lapin ? Bon, bref, franchement, on est nuls, mon Dieu. Orpheus. C'est honteux. Bon, bref. Et en fait, en gros, Orpheus, à un moment, il lui donne un choix. Il lui dit, est-ce que tu veux continuer à vivre dans cette illusion ?
qu'est la réalité dans laquelle tu es, ou est-ce que tu veux connaître la vérité? Et donc je il suis lui pas tend bien. 2 pilules. Et après, ça c'est la grande question, justement qu'on pose à beaucoup de gens à chaque fois, genre voilà, toi t'es pilule rouge, t'es pilule bleue. Il y a des gens qui préfèrent rester en fait dans cette illusion et ne pas savoir, parce que parfois c'est aussi plus confortable. Clairement, quand on est conscient de toutes les crises qu'on vit et de toutes les inégalités, et de toutes les Bah, t'y discriminations, fous pas les pattes. Hein. c'est dur. Attends. Et donc voilà, et à ce moment-là, il décide de prendre la pilule rouge, et donc il se rend compte qu'en fait, qu'il vivait dans une illusion. Après, je vais pas spoiler pour les gens. Mais je pense que ce qui est intéressant, le lien à faire avec ça, Regarde là, celle-là. tout le monde part en courant. Maintenant, l'analyse non, par mais ce qui est Camille. intéressant en vrai, si vous êtes là, c'est cool qu'on vous ayez pour partir avec des infos quand même. C'est ce truc de ce qui rend le plus malheureux, c'est la dissonance cognitive. Et pour en avoir parlé pas mal avec des neurologues, parce qu'il se trouve que on a fait un film où on parle de ça. Et donc du coup, en fait, c'est l'idée de dire que avoir le courage de la lucidité, en réalité, c'est à mon avis, à mon sens, toujours le bon choix. Dans le sens où il faut qu'on grandisse un peu, et moi ça me fait toujours bizarre comment on nous demande de protéger les gens en mode soyez pas trop, on me demande tout le temps avant que j'intervienne ou quoi, qu'on déprimez pas tout le monde, ou allez-y mollo, ou tout ça. Et même moi-même, quand je partage des trucs, des fois je me dis attends, ça fait déjà beaucoup pour aujourd'hui, t'es sûr tu veux leur balancer encore le truc qui se passe au Brésil et le machin? Et je me dis mais si, en fait pour moi c'est un droit fondamental, l'information, et donc quand on la détient, c'est un privilège qu'on se doit et qu'on a la responsabilité de la partager. Et après la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on sait. Et à mon sens, le sens de Bourdieu surtout, le savoir c'est un pouvoir, et donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on a une information, qu'on a pris une pilule ou pas, et qu'on trouve ça et qu'on est en mode genre waouh, ok, il y a ce truc là qui arrive sur moi. On a une capacité d'action sur le réel qui est immense, on nous en a dépossédés, mais il faut et lisez de la philo si vous avez besoin de process tout ça, mais en vrai on a une capacité d'action sur le monde dans lequel on est. C'est le principe d'une société, et je pense que c'est parce qu'on a été dans une société hyper individualiste, on nous a fait croire que en fait on était juste le plus un tout le temps. On n'est pas un plus un, on a une capacité d'action sur toutes ces structures un peu qui bougent, et c'est tout le but des sciences sociales en fait, c'est de montrer ça, de montrer tous les liens qu'il y a entre les gens. Donc tout ça pour dire que à mon sens il y a toujours ce bon choix à faire, que celui d'avoir le courage et la lucidité, de se dire je veux savoir, et que ça nous rendra finalement, même égoïstement, plus heureux. Et la dissonance cognitive, c'est ça, c'est l'idée de sentir, parce qu'on n'est pas con et on voit bien et on perçoit ces choses, même parfois un peu invisibles, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et de continuer à mener notre vie qui détruit, qui continue dans la destruction de ce monde. Ça crée un mal-être profond qui est bien plus sinueux, à mon sens, c'est bien plus pervers qu'en réalité le fait de savoir que quelque chose ne va pas, de se prendre émotionnellement tout ce qui doit être pris, mais d'en faire quelque chose ensuite. Ok, super. Elle a parlé, elle a dit les termes. La joueuse française précise dans l'axe. Très bien. Maintenant, j'ai quand même une dernière petite question, parce que en effet, je fais pas personnellement partie, mais je pense aux gens qui nous écoutent potentiellement. Comment on fait quand ça va pas fort? Parce qu'on est d'accord que c'est super, et là on est dans un bon jour et on n'est pas en PMS et tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais qu'est-ce qu'on fait quand tu dis franchement non, moi je préfère le déni et machin? Comment vous traitez ça dans vos vies? Moi je pense que c'est exactement ce que disait Camille tout à l'heure, c'est que c'est par l'action qu'on arrive aussi à lutter contre cette anxiété. Moi, c'est par le fait que je sais que je mets toute mon énergie pour essayer de faire en sorte de jouer mon rôle et de faire en sorte qu'un maximum de personnes aussi passent de cette position en fait d'observateur à acteur, que j'ai l'impression d'arriver à lutter contre l'anxiété. Et pour moi, c'est ça qui est le plus fort, c'est de se dire comment est-ce que on arrive à reprendre vraiment exactement possession de qui on est, et d'être un individu à part entière, une personne à part entière, et donc de plus être réduit simplement à des rôles de consommateurs passifs dans lesquels, et bien sages, dans lesquels on a envie de nous mettre. Évidemment. Et après, il y a un essai moi que je trouvais assez génial et qui m'a beaucoup aidé dans mon éco-anxiété, donc que je peux vous conseiller, qui s'appelle, le titre est magnifique, ça s'appelle Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, de Corinne Morel-Darleux, et elle énonce 3 grands principes qui sont le refus de parvenir, la dignité du présent et le cesser de nuire, comme une nouvelle éthique de vie, et moi ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Je rajouterais le fait de fréquenter des gens qui agissent également. Parfois, ça peut aider. Moi, j'ai l'impression d'agir dans mon métier parce que, encore une fois, j'essaie de
de mener ce combat de l'information, mais parfois on se sent très seul, surtout à la télévision, j'en parlais, ou dans les grands médias, où parfois on y va, je pense que Camille t'as connu ça 10 000 fois, Paloma aussi, où on y va et on est face à des gens qui n'ont tellement pas conscience de la gravité de ce qu'ils disent et des conséquences que ça a, que là c'est dur. Enfin moi j'ai parfois des gros moments de déprime quand je sors de là, je me dis mais on n'est pas sorti des ronces, on va jamais y arriver, c'est fini, c'est horrible. Et là ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je vais contacter des personnes ou discuter avec des personnes qui elles ont conscience de cette urgence-là, qui elles aussi agissent pour ça, et ça fait du bien. Je pense qu'il faut faire attention à pas être dans un entre-soi, pas oublier que le monde est vaste. Bien sûr, le monde par défaut gens... est trop dur si tu es dans un... Mais je pense qu'il y a un moment, il faut aussi pas hésiter à se replier sur ces petits cocons. Et pour moi, Blast, le média dans lequel on est, c'est un petit cocon. C'est de me dire, oh là là, je suis avec plein de journalistes qui partagent ma vision sur la façon dont on doit faire l'information, et c'est vraiment un immense soulagement, un immense soutien et un immense vecteur d'énergie en fait pour moi, et ça me permet de se redynamiser. Camille, toi comment tu fais quand ça va pas fort? Moi je vais marcher. Ok. Ça marche très bien. Ok. Je vais en randonnée et je dors dehors une nuit, même parfois. Je pars de Paris, et à chaque fois je fais ça, et à chaque fois ça marche, et je reviens, et je sais pas pourquoi. J'ai pas besoin d'intellectualiser ou de me dire c'est une reconnexion machin, juste c'est la méthode honnêtement testée, approuvée, la plus efficace à mon avis, en tout cas quand vraiment j'ai besoin de retrouver de l'énergie. C'est de me casser en fait, et de passer un moment où du coup le monde n'existe plus vraiment, et en fait si, c'est d'ailleurs même c'est ça le monde, mais dans le sens où je regarde pas mon téléphone, où je vais juste dormir dehors une nuit, et du coup tout ce à quoi tu penses c'est tes ampoules, est-ce que tu vas être au sec, où est-ce que tu dors, et quand est-ce que tu manges, est-ce que tu as assez d'eau, et du coup ça te reconcentre sur les choses les plus essentielles de la vie en fait, qui est quand même un truc très de survie. Et ça recadre direct, et le fait d'être dans cet écosystème-là, dans la nature, dans tout ça, et de juste être dans l'émerveillement, dans le temps long de la marche, dans le sport, ça fait un mélange assez efficace. Retrouver la base, parce que sans la base, il n'y a pas d'édifice. Eh bien écoutez, j'ai envie d'avoir les clés de la boutique pour vous faire un double, parce que vous m'avez vraiment cheer up à fond, et merci beaucoup pour toute cette générosité et cette intelligence, parce que je ne crois pas en la douceur, personnellement, qu'on dit c'est des meufs, elles vont être douces. Non, pas du tout, j'en ai rien à foutre en fait. Je vois que vous êtes très intelligente, et ça me fait trop plaisir de savoir que vous existez. Et donc je vais vous demander, broncheurs et broncheuses, de foutre la merde.